Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du concept à l'expertise. Dans cette vidéo, je veux parler d'apprendre à monter en compétence. Mais en fait, pour être même plus précis, je vais parler de réapprendre à monter en compétence. Je vais m'expliquer pourquoi je dis cela. Comme pour l'ensemble de nos vidéos, c'est des vidéos que je fais en général suite à des échanges avec des consultants. C'est des vidéos que je fais suite à mes formations que je fais. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater sur les petits conseils que je donne comme ça régulièrement sur la montée en compétences, sur la montée en expertise, sur toutes ces notions. Pourquoi est-ce que je parle de ce sujet? Parce que pas plus tard qu'hier, je discutais avec un consultant DevOps qui me dit qu'il souhaite monter en compétence sur Dynatrace. Moi, je lui dis, ça c'est très bien, ça permet d'élargir l'éventail de tes compétences et aussi, si possible, de monter en expertise. Mais pendant la discussion, je lui demande qu'est-ce que tu fais. Il me dit qu'il travaille sur de l'administration au quotidien et il travaille principalement sur du Kubernetes. Je dis, ok, ça c'est très bien, c'est demandé par les entreprises, donc c'est plutôt porteur comme sujet. Mais lorsqu'on commence à étouffer la discussion, je lui parle la notion d'opérateur. Et là, il me répond, ça ne me dit rien. Je lui dis, mais c'est un peu bizarre que tu ne connaisses pas c'est quoi un opérateur quand tu travailles sur Kubernetes. Il me dit, Kubernetes, c'est assez vaste comme produit. Je lui dis, oui, mais même quand un produit est vaste, qu'on prend un produit comme Dynatrace, c'est assez vaste comme produit. Il peut gérer les logs, il peut gérer les métriques, il peut gérer les traces, il peut gérer les événements. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas travailler sur un outil sans savoir. Vous ne pouvez pas travailler sur Dynatrace et on vous dit c'est quoi le OneAgent, vous dites que vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas travailler sur Dynatrace et on vous parle de gestion de traces, vous dites que vous ne savez pas ce que vous savez. Donc, c'est pour cela que je fais cette vidéo pour mettre le point sur les i parce que souvent des gens pensent qu'ils sont en train de monter en compétence alors que ce n'est pas le cas. Je m'explique. Cette vidéo, je vais la présenter sous 3 angles. Le premier angle, c'est déjà, quand vous voulez monter en compétence, prenez le temps de suivre des formations. Vous allez me dire, ça coûte cher de suivre une formation. Moi, je vous dis ça, c'est totalement faux. Sur notre plateforme que j'ai présentée plusieurs fois, les formations qui sont dispensées, elles sont en libre accès. Moi, ce que je facture, c'est généralement les accompagnements personnalisé, mais pour tout ce qui est vidéo de formation sur du Dynatrace, sur du Elasticsearch, sur Prometheus, elles sont en libre accès sur notre plateforme. Donc, vous ne pouvez pas mettre en avant l'aspect financier pour monter en compétence, non. Et ça, c'est valable sur ma plateforme, c'est valable sur plein de plateformes. Il y a plein de personnes qui font des formations comme ça gratuitement. Il n'y a pas de raison que vous ne montez pas en compétence en suivant des formations. Aujourd'hui, il y a des LIA qui permettent, lorsque vous posez des questions, qui vous répondent. Vous pouvez monter, il y a différentes manières de monter en compétence. Quand on veut monter en compétence en suivant des formations, on peut le faire et même gratuitement. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, le plus important quand vous suivez une formation, c'est qu'à l'issue de la formation, que vous ayez obtenu le maximum de bonnes pratiques. Vous ne pouvez pas, si vous faites une formation et qu'à l'issue de cette formation, on ne vous a pas donné un ensemble de bonnes pratiques, ça veut dire qu'il y a un souci sur cette formation. Une bonne formation doit toujours vous permettre d'en ressortir avec un certain nombre de bonnes pratiques. Ça peut être des bonnes pratiques sur comment faire un tableau de bord. J'ai fait une vidéo dédiée à cela parce que les gens font par exemple l'erreur lorsqu'ils font des tableaux de bord, ils pensent qu'un bon tableau de bord, c'est un tableau de bord qui a le maximum d'informations. Non, ça c'est totalement faux. Ça c'est la première erreur à ne surtout pas faire quand on fait un tableau de bord. Un tableau de bord répond à des règles que j'ai expliquées dans long et à large sur cette vidéo que je vous invite à suivre. Donc, prenez le temps de faire des formations, prenez le temps de suivre les bonnes pratiques. Et ça, vous pouvez le faire gratuitement. Donc, ne mettez pas en avant l'aspect financier. La deuxième chose que vous devez absolument prendre en compte quand vous souhaitez monter en compétence, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que ce que je remarque beaucoup quand je suis en entreprise, c'est que les gens confondent monter en compétence et s'approprier le contexte client. La différence est assez subtile. Je m'explique. Quand vous dites que vous montez en compétence sur un outil, ça veut dire que vous devez savoir utiliser. Et il faut le différencier de s'approprier le contexte. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand vous êtes dans une entreprise et que l'entreprise fait le choix de prendre un outil, des fois, ça va être pour des raisons budgétaires. L'entreprise va se dire, je prends un produit, vu que ça me coûte
assez cher, je vais me contenter d'utiliser un certain nombre de fonctions. C'est un peu ce que beaucoup d'entreprises font en France lorsqu'elles achètent des licences Dynatrace. Elles se contentent d'utiliser Dynatrace pour la gestion des traces. Elles disent que, ok, la partie gestion des logs, je les confie un outil un peu moins cher tel que de l'élastique. Donc ça, vous voyez, ça veut dire que quand vous êtes dans cette entreprise et que vous voyez cette fonctionnalité de gestion de logs est totalement inutilisée en entreprise. Ça veut dire que si vous ne prenez pas du recul, vous allez penser que Dynatrace est un outil de gestion de traces et uniquement de traces, alors que c'est le contexte de l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez qui fait que vous avez cette impression. Et ça, c'est l'erreur. Les gens vont venir, on va leur dire à quoi c'est Dynatrace, ils vont dire c'est un outil de gestion de traces. Non. Dynatrace est un outil d'observabilité et quand tu es un outil d'observabilité, tu peux couvrir une ou plusieurs piliers. Ça, je l'ai aussi expliqué dans différentes vidéos. On peut gérer les logs, les métriques et les traces. Ça, c'est les 3 piliers de l'observabilité. Et Dynatrace est un outil qui vous permet de gérer les 3 piliers logs, métriques et traces. Le contexte en entreprise fait que Dynatrace est en général limité à la gestion du pilier qui est les traces. Et donc, quand vous ne prenez pas le temps de prendre du recul par rapport à votre mission, vous avez une information qui est biaisée puisque en entreprise, à aucun moment vous allez travailler les logs dans Dynatrace. Et donc, vous allez avoir l'impression que Dynatrace ne gère que les traces. Ça, c'est déjà un élément, déjà, c'est assez simpliste comme vision. Mais lorsqu'on rentre dans ces outils, ça peut encore aller plus loin. Quand vous prenez un outil comme Dynatrace et que vous rentrez même encore dans la trace, dans la profondeur, quand vous commencez à faire du DEM, du Digital Experience Monitoring, on peut faire du Synthetic Monitoring, on peut faire du Real User Monitoring. Et donc, quand vous prenez Dynatrace, Dynatrace est capable de faire du Real User Monitoring et de faire du synthétique. Et donc, l'entreprise peut se dire, moi, j'ai déjà un outil tel que du Neoload, j'ai déjà un outil tel que du JMeter. Donc, la partie synthétique, je ne la fais pas dans Dynatrace parce que Neoload ou JMeter me le fait gratuitement. Et donc, si vous ne prenez pas du recul de creuser au-delà de ce que vous rencontrez en entreprise, vous allez penser que Dynatrace ne sait pas faire du Synthetic Monitoring, alors que Dynatrace peut le faire. Et donc, quand on pousse le bouchon plus loin, l'entreprise peut essayer de faire du Real User Monitoring. Et dans le Real User Monitoring, Dynatrace a la capacité de vous faire du Session Replay, donc la capacité à reconstituer la session de votre utilisateur. Et donc, si vous ne vous posez pas la question de pourquoi est-ce qu'il y a ces boutons qui ne fonctionnent pas, pourquoi est-ce que ce bouton fonctionne, vous allez vous rendre compte que vous aurez une vision biaisée parce que vous avez une vision contextualisé par rapport au client dans lequel vous êtes. Donc, prenez le temps d'aller au-delà de ce que vous voyez chez le client. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le client n'utilise pas cette fonction? Pourquoi est-ce que ce bouton est grisé? Pourquoi est-ce que ce bouton n'est pas fonctionnel? Vous devez vous poser cette question. Pourquoi est-ce que j'en parle aussi? Tout simplement parce que vous allez arriver, déjà aussi c'est quelque chose que je rencontre aussi beaucoup en entreprise. Aujourd'hui, les entreprises ont compris que l'automatisation est au cœur de la modernisation de l'IT. Et donc, les entreprises ont déjà automatisé un certain nombre de process. Il y a de l'Ansible qui tourne, il y a du Terraform qui tourne, il y a des chaînes CI/CD qui sont en place. Et donc, lorsque vous arrivez chez ce nouveau client, ça c'est l'erreur que beaucoup de consultants font, c'est que lorsqu'ils arrivent chez le client, ils prennent tout pour acquis. Quand je dis prendre tout pour acquis, ça veut simplement dire que ils y arrivent, ils voient des chaînes CI/CD, ils ne se posent pas la question, mais pourquoi est-ce qu'on a mis 5 étapes dans cette chaîne CI/CD? Ils se contentent de dire, moi je veux le lancer, je clique sur le bouton, à la limite, j'ai quelques variables à renseigner et ça c'est mon quotidien. À la limite, ils se posent la question de se dire, ok, on a 5 étapes, qu'est-ce que font les étapes? Non. Vous êtes consultant, vous devez ouvrir le capot. L'étape numéro 5, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Est-ce qu'elle fait appel à un Ansible? Est-ce qu'elle fait appel à un Terraform? Est-ce qu'elle fait appel à un event Dynatrace? Ça, c'est aussi des conseils que je fais quand je fais des accompagnements. Comment est-ce que vous pouvez industrialiser la gestion des événements dans votre chaîne CI/CD avec un outil comme Dynatrace? Vous devez vous poser la question, que fait chacun des pipelines? Quel est l'outil qui est derrière? Quelle est l'action qui est derrière? Et ce n'est que quand vous faites ça que vous pouvez monter en compétence. Mais venez dire que vous savez cliquer dans un Jenkins pour exécuter, pour renseigner le formulaire pour donner les variables. Ça, ce n'est pas de la montée en compétence. Ça, c'est monter en contexte. Vous êtes en train de monter en compétence le contexte de l'entreprise. Et ça, quand vous allez quitter cette entreprise, ce contexte ne vous servira plus à rien parce que la chaîne CI/CD de l'entreprise A est
n'a rien à voir à la chaîne CI/CD de l'entreprise B. Et ça, c'est même valable pour les entreprises du même secteur. Si vous travaillez à la BNP et que vous avez l'habitude de travailler sur une chaîne CI/CD, c'est pas parce que vous allez à la Société Générale, qui est aussi une entreprise qui est dans la banque, que vous devez avoir la même chaîne. La chaîne CI/CD doit répondre à des problématiques et à des besoins spécifiques de l'entreprise. C'est pas parce qu'on est deux secteurs identiques qu'on doit avoir les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Et donc, ne confondez pas monter en compétences et s'approprier du contexte de l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup d'erreurs que surtout les débutants font. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on achète cette CI/CD? Que fait l'étape 5 de cette chaîne CI/CD? Et ça, lorsque vous montez en compétence et que votre chaîne CI/CD va en erreur, vous êtes en capacité de débugger. Mais quand vous êtes là juste comme un exécutant, vous êtes là, vous jouez et puis vous entrez des variables. Quand ça ne marche pas, vous faites un message. Non, vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui tourne là derrière? Et ce n'est que lorsque vous vous posez ce genre de questions que vous êtes en train de faire monter en compétence. Donc ne la confondez pas. Ne confondez plus monter en compétence et appropriation du contexte client. La dernière chose que je voulais dire, comme j'ai dit, cette vidéo, je la ferai en 3 points, c'est que beaucoup de consultants qui veulent être experts, c'est des consultants qui ne suivent pas les release notes. Non, vous ne pouvez pas dire que vous voulez être expert et dire que vous ne suivez pas les release notes. Ce n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas être expert et vous ne suivez pas les release notes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les release notes, c'est le seul moyen, du moins le moyen officiel, pour pouvoir s'informer sur les nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très important parce que en vous informant, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir savoir ce qu'est-ce qui est rajouté sur un produit et en même temps, vous allez pouvoir savoir ce qu'est-ce qui est retiré. Je m'explique. En général, lorsque vous êtes en entreprise, l'équipe pour laquelle vous êtes sûr que les entreprises vont faire les mises à jour, c'est grâce à l'équipe sécurité. Puisque l'équipe sécurité va dire votre produit est désormais obsolète à partir de telle version. Et donc, les équipes mettent à jour leurs produits. Et donc, les entreprises vont souvent se retrouver en train de mettre à jour leurs produits. Pas parce qu'ils ont besoin de nouvelles fonctionnalités, parce qu'il y a un message de l'équipe sécurité qui leur dit si vous ne mettez pas, on le déprécie et on le fait sortir du panel d'entreprise. Et donc, les entreprises font les mises à jour. Et donc, dans ces mises à jour, elles ne prennent donc plus le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité, qu'est-ce qu'il y a comme régression. Et donc, ça amène 2 scénarios. Le premier scénario, c'est que quand vous ne vous regardez pas les release notes, vous allez vous contenter de dire que moi, ma configuration fonctionne. Mais des fois, vous allez prendre un produit et dans la release note, on va rajouter une fonctionnalité qui simplifie même vos configurations. Et ça, c'est ce que je vois dans des entreprises que j'accompagne qui font de l'Elasticsearch. Tu vois, une entreprise qui fait de l'Elasticsearch qui, avec une version pourtant à jour d'Elasticsearch, continue à faire des templates statiques. Alors que ça fait déjà plusieurs versions majeures. Je précise bien version majeure. Je vous invite à voir c'est quoi une version majeure, c'est quoi une version mineure des release notes. Donc, pour plusieurs versions majeures, des gens continuent à utiliser des templates statiques alors que ça fait déjà plusieurs versions majeures que Elasticsearch a introduit la notion de component template qui va vous faciliter la gestion de vos templates. Mais des gens continuent à faire des templates statiques. Ceux qui connaissent un peu Elasticsearch doivent savoir de quoi je parle. Elasticsearch, ça fait plusieurs versions qu'ils ont introduit la notion de data stream. Mais il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des index classiques, mais continuent à le faire parce qu'ils ne se sont pas posé la question quelles sont les fonctionnalités que mon cluster m'apporte. Ils se sont contentés de faire des mises à jour parce qu'il y a une recommandation de l'équipe sécurité. Ça, c'est en général le bon côté, dans lequel c'est des fonctionnalités nouvelles qui ne sont pas utilisées. Mais ça aussi, c'est quelque chose que je vois aussi en entreprise. Le côté où le produit supprime des fonctionnalités puisqu'elle n'est plus compatible. Et donc, des gens font une mise à jour parce que la sécurité leur a imposé la mise à jour et ils disent que leur produit ne fonctionne pas. Mais quand vous ne regardez pas les releases, ça veut dire que plusieurs releases avant, quand un produit veut supprimer et qu'un produit a un bon cycle de développement, quand on veut supprimer une fonctionnalité, c'est annoncer plusieurs releases avant. Et quand vous prenez le cas d'un outil comme Elasticsearch, c'est très bien fait, puisque depuis l'interface, vous avez carrément des messages warning, des messages deprecated, qui vous informent plusieurs releases en avant que cette fonctionnalité va être supprimée. Et donc, quand vous arrivez dans une entreprise et que malgré tous ces warnings, malgré ces messages dans les release notes, vous réussissez quand même à vous retrouver en incident en prod parce que vous n'avez pas pris le temps de regarder les release notes, c'est un peu dommage. Et donc ça, c'est les 3 points que je voulais vraiment attirer votre attention si vous voulez réapprendre à monter en compétence. Donc, pour résumer, le premier point, c'est prendre le temps de suivre les formations.
gratuite ou payante. Ça, c'est votre choix. Prenez le temps de suivre les guides de bonnes pratiques. Ça, c'est très important quand vous montez en compétence un outil. Deuxième point, il faut se poser les questions du pourquoi. Vous n'allez pas simplement arriver en entreprise, il y a des pipelines, vous êtes là juste pour cliquer suivant, suivant. Non, ça, ce n'est pas la montée en compétence. Ça, c'est l'appropriation du contexte. Et la troisième chose, c'est prenez le temps de regarder les release notes. Il y a des release notes qui sont publiées sur chaque produit. Et puis, il y a même certains qui vont beaucoup plus loin. Vous prenez un éditeur comme Dynatrace. Les release notes de Dynatrace, ils ont des vidéos YouTube qu'ils appellent... comment est-ce qu'ils appellent? C'est Observability Clinic. Ouais, c'est ça. Observability Clinic, dans lequel, après chaque release note, il y a même carrément des vidéos qui sont faites pour vous expliquer ce que ces fonctionnalités vous apportent. Et donc, quand vous voulez monter en compétence, il faut que vous allez regarder. Je faisais cette action de cette manière, il y a une nouvelle fonctionnalité qui me permet de la faire de la façon la plus simple. Et donc souvent, pour des rétrocompatibilités, les fonctionnalités sont souvent conservées. C'est qu'à Elasticsearch, vous pouvez continuer à faire vos templates statiques, mais c'est un peu dommage. Alors qu'aujourd'hui, les components templates sont là pour vous faciliter le partage, la mutualisation des templates. Donc, prenez le temps de regarder les release notes pour tirer le meilleur parti de vos produits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner et à suivre nos différentes formations sur notre plateforme. Nous sommes disponibles pour répondre à vos différentes questions en commentaire. Merci et à bientôt.